Au sommaire de cette édition, présentation de vœux de Nouvel An au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. En Centrafrique, la présidentielle validée, les législatives annulées. L'Inde et la France signent un accord pour l'achat de 36 Rafales. Aux États-Unis, Sanders critique le manque d'énergie de la campagne d'Hillary Clinton. Santé pour terminer, l'OMS s'inquiète de l'expansion du virus Zika sur le continent américain. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. Le président de la République de Côte d'Ivoire a reçu au palais de la présidence la presse nationale et internationale à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an. Reportage Nadine Excel. Jamais de mémoire de journalistes et hommes de médias exerçant en Côte d'Ivoire, l'on a assisté à une telle cérémonie de présentation de vœux d'un président de la République ivoirienne aux professionnels de la presse. Au-delà des discours, c'est un véritable échange que le président ivoirien a voulu interactif. Des questions directes d'Alassane Ouattara au ministre de la Communication pour des réponses précises avec effet presque immédiat. De dotation budgétaire. Oui. Pour 2015, nous n'avons eu que 200 millions. Oui. Et sur la base de ces 200 millions, naturellement, nous avons donné donc à la presse pour l'impression un montant qui était en deçà de celui que nous avons alloué pour 2014. Ah oui, d'accord, je vous remercie. Mais comme le patron de la présidence est là, le secrétaire général de la présidence, donc si vous voulez bien reporter en 2016 le montant à 800 millions comme par le passé. En tout cas, ce sera avec joie. Un échange qui a permis de résoudre, séance tenante, certaines des questions brûlantes soulevées tour à tour par les représentants des associations de presse. Un échange fort apprécié, à en croire les applaudissements. Pour la ministre de la Communication, première responsable du monde des médias en Côte d'Ivoire et du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cet échange qui change des rencontres traditionnelles de présentation de vœux de la presse au président de la République est à saluer. Actualité en brève et en images, sur les 2,3 milliards de chrétiens dans le monde en 2016, 619 millions seraient évangéliques, soit un quart. C'est ce que révèlent les statistiques publiées par Sébastien Fath, chercheur au CNRS, historien spécialiste du protestantisme évangélique. Les continents asiatiques 200 millions et africains 170 millions représentent bien sûr la plus grande part de ces évangéliques. L'Europe n'en compte que 23 millions. Actualité africaine, après avoir étudié les résultats des élections générales du 30 décembre, la Cour constitutionnelle de Centrafrique a validé lundi le premier tour de la présidentielle. Celui des élections législatives, en revanche, est annulé en raison d'irrégularités. De nombreuses irrégularités, voilà ce que déplore la Cour constitutionnelle de Centrafrique qui annule les résultats des élections législatives du 30 décembre dernier. Les résultats de la présidentielle, organisés le même jour, sont quant à eux validés. Les deux candidats arrivés en tête, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, vont donc s'affronter au second tour pour devenir président de la République. Puisque les élections vont permettre d'avoir des autorités légitimes et c'est un des éléments majeurs. Reste à fixer la date de ce second tour de la présidentielle. Il va falloir également choisir le jour des nouvelles élections législatives et s'assurer que le scrutin, cette fois, se déroulera dans de bonnes conditions. Après 3 ans de trou noir politique et sécuritaire, le principal enjeu de ces nouveaux rendez-vous électoraux maintes fois repoussés est un enjeu colossal, celui de ramener la paix dans le deuxième pays le plus pauvre du monde. Toujours en Afrique, cette fois au Cameroun, 3 attentats ont été perpétrés lundi dans un marché de la localité de Bodo, dans l'extrême nord du Cameroun, tuant au moins 25 personnes. Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram. Au moins 25 personnes ont été tuées ce matin par 3 attentats suicides dans un marché de la localité de Bodo, dans l'extrême nord du Cameroun. Les autorités suspectent une action du groupe Boko Haram.
Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram. Depuis que les islamistes nigérians ont commencé à attaquer le territoire camerounais en 2013, près de 1200 personnes ont été tuées dans l'extrême nord du pays. L'anniversaire de la révolution en Égypte célébré cette semaine s'est fait sous haute tension. La circulation a été réduite sur la place Tahrir où la police était largement déployée. Le 25 janvier 2011, sur cette grande place du centre-ville, des milliers de personnes se rassemblaient pour réclamer le départ d'Hosni Moubarak. Le Caire ce lundi matin, peu de circulation sur la place Tahrir, la police est largement déployée et pour cause, c'est aujourd'hui le 5e anniversaire du début du soulèvement populaire. Le 25 janvier 2011, ici même, des milliers de personnes se rassemblaient pour réclamer le départ d'Hosni Moubarak. Quelques jours plus tard, le président quittait le pouvoir. Pour autant, les espoirs soulevés par la révolution sont aujourd'hui retombés. L'Égypte est dirigée d'une main de fer par celui qui était le chef du renseignement militaire sous Moubarak, Abdel Fattah al-Sisi. Dans un discours ce dimanche, le maréchal al-Sisi a assuré que son objectif était bien de construire un État moderne, s'appuyant sur les valeurs de démocratie et de liberté. De nombreux observateurs estiment plutôt que le pays est à nouveau sous la coupe d'un régime autoritaire. Certains estimant même que c'est pire que sous Moubarak. Le soulèvement du 25 janvier, c'était un rêve merveilleux dont il ne reste plus rien, constate cet habitant. On rêvait que les choses allaient changer en Égypte. Avant la révolution, ajoute cet homme, je travaillais à Assouan. À l'époque, il y avait plein de touristes. Après la révolution, tout a changé. Plus de boulot, c'est pour ça que je suis venu au Caire pour trouver du travail. L'économie est à la peine. Le pays est par ailleurs confronté à des violences émanant de groupes djihadistes. Des violences qui visent principalement les forces de l'ordre, mais qui entretiennent le sentiment d'insécurité. En Tunisie, les manifestations contre le chômage et l'injustice continuent. C'est à Kasserine, dans le centre-ouest du pays, que la révolution est née. Mais 5 ans plus tard, la colère reste intacte. Car si la Tunisie a réussi sa transition politique post-révolution, elle ne parvient toujours pas à s'extirper du marasme économique. En Tunisie, les manifestations contre le chômage et l'injustice continuent. C'est ici, à Kasserine, dans le centre-ouest du pays, que la révolution est née, mais 5 ans plus tard, la colère reste intacte. Car si la Tunisie a réussi sa transition politique post-révolution, elle ne parvient toujours pas à s'extirper du marasme économique. On est là pour avoir du travail, explique cette manifestante. Nous voulons que nos demandes soient entendues, nous voulons être pris au sérieux, c'est notre droit. Arrêtez d'embaucher les fils de ceux qui sont aux commandes. On veut des emplois pour ceux qui en ont besoin, non au pot de vin, à la corruption, à l'injustice, à l'oppression et à la tyrannie. On est là pour demander de l'enseignement, de l'emploi, des services sociaux et des hôpitaux. On n'a rien détérioré, on n'a rien brûlé, on n'a rien fait de mal, on n'a même pas semé le désordre, on veut juste du boulot, c'est tout. En Tunisie, le taux de chômage dépasse 15% et atteint 30% parmi les diplômés. Le gouvernement a annoncé un allègement du couvre-feu qu'il avait instauré vendredi dernier. Il demande à la jeunesse de la patience face à une situation économique difficile. Journée tendue dans le public et le privé pour le pouvoir d'achat contre la réforme du collège ou le VTC. Des milliers de taxis étaient rassemblés en région parisienne ce mardi matin, jour de mobilisation parallèle des agents de la fonction publique. Journée de mobilisation sociale ce mardi en France à l'appel de plusieurs syndicats. Des mouvements de grève qui touchent les secteurs publics et privés, notamment les transports. À Paris, des incidents ont eu lieu lors des rassemblements de taxis. La police a procédé à une vingtaine d'interpellations. Les taxis sont en colère contre la société américaine Uber qui développe les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. On vandalise les professions qui payent des charges, des professions qui respectent les règles. À côté de ça, on a des cow-boys américains qui viennent faire du transport de personnes, qui ne payent rien en France. Certains contrôleurs aériens sont également en grève, ce qui occasionne quelques perturbations dans les aéroports. D'après les autorités, 1 vol sur 5 a été annulé. Par cette journée d'action, les syndicats de la fonction publique entendent faire pression sur le gouvernement sur les questions d'emploi et de salaire. La grève touche aussi l'éducation nationale. Les professeurs du second degré manifestent contre la réforme du collège.
Les dirigeants français et indiens ont annoncé lundi 25 janvier la conclusion d'un accord intergouvernemental pour l'acquisition de tronçons Rafale par l'armée indienne, même si leurs deux pays doivent encore s'entendre sur les modalités financières. Nous venons de signer par nos deux ministres de la Défense un accord intergouvernemental. C'est une étape décisive pour que l'Inde puisse acquérir ces avions et pour que la France les mette à la disposition d'un grand pays comme l'Inde. Je m'en félicite. Il reste des aspects financiers qui seront réglés dans les jours prochains. Dans le cadre de la coopération dans le domaine de la défense, il y a une bonne nouvelle concernant l'achat de 36 Rafales. Car, hormis certains aspects financiers, les deux côtés se sont entendus sur tous les autres aspects et ont conclu un accord intergouvernemental. L'Europe veut s'accorder sur la question des migrants pour faire taire les rumeurs sur cet épineux dossier. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est rendue hier à Ankara pour finaliser les termes de l'accord conclu en novembre, alors que la Turquie s'agace de ne pas avoir reçu son chèque promis par l'UE. L'Union européenne s'engage à verser les 3 milliards d'euros promis à la Turquie pour réguler l'afflux de migrants dans un délai raisonnable. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est rendue hier à Ankara pour finaliser les termes de l'accord conclu en novembre, mais aussi pour faire taire les rumeurs de divergence sur cet épineux dossier. Ce n'est pas de l'argent pour le gouvernement turc, dit-elle. Cette somme est allouée au projet pour les réfugiés. Laissez-moi dédramatiser la situation. Nous n'avons pris cette décision que le mois dernier. Il faut donc faire le travail préparatoire pour s'assurer que l'argent sera dépensé de manière appropriée. Bruxelles s'est engagée à verser cette somme à Ankara en échange d'un plan d'action de la Turquie pour mieux contrôler ses frontières et lutter contre les réseaux de passeurs. Les pourparlers de paix entre l'opposition syrienne et le régime de Damas, qui devaient initialement commencer lundi à Genève, débuteront vendredi sous l'égide de l'ONU, a annoncé l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie. En raison de désaccords intenses et d'opinions divergentes concernant la liste des participants, le début des pourparlers, qui devait être lundi 25 janvier, a été retardé. Au lieu d'annoncer le début des pourparlers, je suis en position de vous annoncer la date à laquelle, à mon avis, nous allons pouvoir envoyer les invitations. Mardi. Et la date à laquelle nous souhaitons pouvoir commencer les pourparlers intra-syriens, le 29 janvier. Nous allons démarrer les pourparlers de proximité le 29 janvier et ils vont durer pendant 6 mois. La priorité sera, ce dont la plupart, si ce n'est la totalité des Syriens, veulent entendre parler, la possibilité d'un large cessez-le-feu et la possibilité de stopper la menace du groupe État islamique. Aux États-Unis, les candidats démocrates à la Maison-Blanche, Bernie Sanders et Hillary Clinton, ont continué dimanche 24 janvier leur tournée dans l'Iowa. Le premier critiquant notamment la campagne de la seconde pour son manque d'énergie.
N'importe quelle analyse objective sur notre campagne contre celle de la secrétaire Clinton, n'importe quelle analyse dirait que l'énergie, l'engouement sont dans notre campagne. Dans le New Hampshire, un autre État clé, Hillary Clinton bat Trump d'1 point. Nous le battons de 19 points. Je suis venue aujourd'hui parce que je sais que certains d'entre vous me soutiennent déjà et je vous en remercie. Et je sais que certains d'entre vous font encore leur shopping. J'aime faire du shopping moi aussi. Parlons de santé pour terminer. Déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain, le virus Zika est devenu une grande menace. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'inquiète de sa propagation. Dans une déclaration, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a souligné l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration ce lundi, la responsable de l'OMS a souligné l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risquent de naître avec une toute petite tête. Précision de la directrice de l'OMS. Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi. J'insiste sur ce fait, le lien n'a pas été établi. Cela dit, les preuves circonstancielles sont très inquiétantes. C'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que le pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones d'eau stagnante propices à la prolifération de ces moustiques. C'est ici que s'achève ce journal. Retenons qu'un cœur joyeux est un bon remède. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.